La servante écarlate, chapitre 4. Je parcours le chemin de gravier qui divise la pelouse de derrière, proprement, comme une raie dans les cheveux. Il a plu pendant la nuit. L'herbe de part et d'autre est humide, l'air moite. Ça et là, il y a des vers de terre, preuve de la fertilité du sol, surpris par le soleil, à demi-mort, souples et roses, comme des lèvres. J'ouvre le portail en palissade blanche et je continue, traverse la pelouse de devant et approche de la grille principale. Dans l'allée du garage, l'un des gardiens affectés à notre maisonnée lave la voiture. Cela doit signifier que le commandant est à la maison, dans ses appartements, au-delà de la salle à manger et au fond, là où il me semble se tenir la plupart du temps. C'est une voiture très luxueuse, une tourbillon, plus belle que la Chariot, beaucoup plus belle que la Belmoth, trapue et utilitaire. Elle est noire, bien sûr, couleur de prestige ou de corbillard, longue et luisante. Le gardien la passe à la peau de chamois, amoureusement. Cela, au moins, n'a pas changé, la manière dont les hommes caressent les belles voitures. Il porte l'uniforme des gardiens, mais sa casquette est basculée de façon coquine, et il a les manches roulées jusqu'au coude, découvrant ses avant-bras bronzés mais ponctués de poils noirs. Une cigarette est collée au coin de sa bouche, ce qui montre que lui aussi possède quelque chose qu'il peut échanger au marché noir. Je sais le nom de cet homme, Nick. Je le sais parce que j'ai entendu Rita et Cora parler de lui, et une fois j'ai entendu le commandant s'adresser à lui. Nick, je n'aurai pas besoin de la voiture. Il vit ici, dans la maison au-dessus du garage. Statut inférieur, on ne lui a pas attribué de femme, pas même une. Il ne compte pas. Quelques défauts, manque de relation, mais il se comporte comme s'il ne savait pas ou ne s'en souciait pas. Il est trop désinvolte. Il n'est pas assez servile. C'est peut-être par bêtise, mais je ne le crois pas. Ça sent la magouille, disait-on, ou ça sent le roussi. L'inadaptation assimilée à une odeur. Malgré moi, je me demande ce qu'il peut bien sentir. Ni la magouille ni le roussi. Potané, moite au soleil, enduite de fumée, je respire profondément, captant son odeur. Il me regarde et me voit le regarder. Il a un visage de Français, mince, changeant tout en plan et en angle, avec des plis autour de la bouche quand il sourit. Il tire une dernière bouffée de sa cigarette, la laisse choir dans l'allée, et l'écrase du pied. Il se met à siffler, puis il cligne de l'œil. Je baisse la tête et me détourne pour que les ailes blanches me cachent le visage, et je poursuis mon chemin. Il vient de prendre un risque, mais pourquoi? Et si je le dénonçais? Peut-être voulait-il seulement se montrer amical. Peut-être a-t-il vu l'expression de mon visage et la méprise pour quelque chose d'autre. En vérité, ce que je désirais, c'était la cigarette. Peut-être était-ce un test pour voir ce que je ferais. Peut-être était-il un œil. J'ouvre le portail principal et le referme derrière moi en regardant par terre et non pas en arrière. Le trottoir est en briques rouges. C'est sur ce paysage-là que je me concentre. Un champ de rectangles qui ondule légèrement. Là où la terre, en dessous, s'est gondolée après des décennies de gel hivernal. La couleur de la brique est ancienne, et pourtant fraîche et claire. Les trottoirs sont mieux entretenus qu'ils ne l'étaient. Je marche jusqu'au coin et attends. Avant, je savais très mal attendre. Qui se contente d'attendre a aussi son utilité, disait tante Lilia. Elle nous faisait apprendre cela par cœur. Elle disait aussi « Vous ne réussirez pas toutes. Certaines tomberont sur un terrain aride ou sur des épines. Certaines ont des racines superficielles. » Et elle avait une verrue au menton qui montait et descendait tandis qu'elle parlait. Elle disait « Considérez-vous comme des graines » et elle prenait alors un ton enjôleur de conspiratrice, comme ces femmes qui enseignaient jadis la danse classique aux enfants et qui disaient « Et maintenant, les bras en l'air, faisons comme si nous étions des arbres. » Je suis plantée au coin de la rue, à faire comme si j'étais un arbre. Une forme, rouge avec des ailettes blanches autour du visage, une forme pareille à la mienne, une femme indéfinissable qui porte un panier s'avance vers moi le long du trottoir de briques rouges. Elle me rejoint et nous scrutons le visage. Du fond des tunnels de tissu blanc qui nous enferment, c'est bien elle.
Béni soit le fruit, me dit-elle, le salut consacré entre nous. Je réponds que le Seigneur ouvre, la réplique convenue. Nous faisons demi-tour et cheminons ensemble, le long des grandes maisons vers le centre de la ville. Nous ne sommes pas autorisés à nous y rendre, sauf à deux. Ceci est censé nous assurer notre protection, quoique l'idée soit absurde, nous sommes déjà bien protégés. La vérité, c'est qu'elle est mon espionne et moi la sienne. Si l'une de nous glissait à travers les mailles du filet, à cause de quelque chose qui arriverait au cours de l'une de nos promenades quotidiennes, l'autre serait tenue pour responsable. Cette femme-ci est ma partenaire depuis 2 semaines. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la précédente. Un beau jour, elle n'était tout simplement plus là, et celle-ci était là à sa place. Ce n'est pas le genre de choses sur quoi on pose des questions, car les réponses ne sont pas, en général, de celles que l'on voudrait entendre. De toute façon, il n'y aurait pas eu de réponse. Celle-ci est un peu plus potelée que moi. Elle a les cheveux bruns, elle s'appelle De Glen, et c'est à peu près tout ce que je sais sur elle. Elle marche d'une allure modeste, la tête baissée, les mains gantées de coton rouge. Les mains gantées de rouge croisées devant elle, à petits pas brefs, comme un cochon dressé sur ses pattes de derrière. Au cours de ses promenades, elle n'a jamais rien dit qui ne soit strictement orthodoxe, et d'ailleurs moi non plus. Il se peut qu'elle soit une véritable croyante, une servante pas seulement par le nom. Je ne peux pas courir de risque. La guerre se passe bien, paraît-il, dit-elle. Je réponds, loué soit-il. On nous a envoyé du beau temps, que je reçois avec joie. De nouveaux rebelles ont été vaincus depuis hier. Loué soit-il. Je ne lui demande pas comment elle le sait. Qui étaient-ils ? Des baptistes. Ils avaient une place forte dans les collines bleues. On les a enfumés. Loué soit-il. Parfois, je voudrais seulement qu'elle se taise et me laisse marcher en paix. Mais j'ai soif de nouvelles, quelles qu'elles soient. Même si ce sont de fausses nouvelles, elles doivent signifier quelque chose. Nous atteignons la première barrière qui ressemble à celles qui interdisent l'accès aux routes en travaux ou aux égouts en cours de creusement. Un treillis de planches peintes de bandes jaunes et noires, un hexagone rouge qui veut dire stop. Près du portillon, il y a des lanternes non allumées parce que c'est la nuit. Car ce n'est pas la nuit. Au-dessus de nous, je le sais, il y a des projecteurs fixés au poteau du téléphone et qui servent en cas d'urgence. Et il y a des hommes armés de mitraillettes dans les guérites de part et d'autre de la route. Je ne vois ni les projecteurs ni les guérites à cause des ailes qui encadrent mon visage. Je sais seulement qu'ils sont là. Derrière la barrière, à nous attendre à l'étroit portillon, il y a 2 hommes vêtus des uniformes verts de gardiens de la foi, avec leur insigne sur les épaules et le béret. 2 épées croisées au-dessus d'un triangle blanc. Les gardiens ne sont pas de vrais soldats. Ils sont employés au maintien de l'ordre courant et à d'autres fonctions subalternes telles que bêcher le jardin de l'épouse du commandant, et sont souvent idiots ou âgés ou invalides ou alors très jeunes, sauf ceux qui sont des yeux incognito. Ces 2-ci sont très jeunes. La moustache de l'un est encore clairsemée, le visage de l'autre boutonneux. Leur jeunesse est touchante, mais je sais que je ne dois pas m'y fier. Les jeunes sont souvent les plus dangereux, les plus fanatiques, les plus nerveux de la gâchette. Le passage du temps ne leur a pas encore appris la vie. Il faut y aller lentement avec eux. La semaine dernière, ils ont abattu une femme ici même. C'était une Martha. Elle fourrageait dans sa robe à la recherche de son laissez-passer, et ils ont cru qu'elle allait dénicher une bombe. Ils l'ont prise pour un homme déguisé. Ce genre d'incident s'est déjà produit. Rita et Cora connaissaient cette femme. Je les ai entendus en parler dans la cuisine. Ils faisaient leur boulot, a dit Cora. Assurer notre sécurité. Il n'y a pas plus sûr qu'un mort, a dit Rita avec colère. Elle faisait de mal à personne, pas besoin de lui tirer dessus. C'est un accident, a dit Cora. À d'autres. Tout est voulu, a répondu Rita. Je l'entendais entrechoquer les casseroles dans l'évier. Eh bien, de toute façon, ils y réfléchiraient à 2 fois avant de faire sauter cette maison-ci, a dit Cora. Quand même, a dit Rita. Elle travaillait dur. C'est moche comme mort. Il y a pire, a dit Cora. Au moins c'était vite fait. C'est ce que tu dis, a conclu Rita. Moi, je voudrais avoir un peu de temps avant, quoi, pour régler mes affaires. Les 2 jeunes gardiens nous saluent en portant 3 doigts au bord de leur barret.
Pareils hommages nous sont accordés. Ils sont censés nous témoigner du respect en raison de la nature de nos services. Nous tirons nos laissez-passer de la poche à glissière de notre manche. Ils sont inspectés et tamponnés. Un des hommes se rend dans la casemate de droite pour introduire nos numéros dans la vérification. En me rendant mon laissez-passer, celui à moustache couleur de pêche penche la tête pour essayer d'apercevoir mon visage. Je lève un peu la tête pour l'aider. Il voit mes yeux, je vois les siens, et il rougit. Il a le long visage mélancolique d'un mouton, mais de grands yeux profonds de chien, d'épagnol, pas de fox terrier. Il a la peau pâle et d'aspect maladivement tendre, comme la peau sous une cicatrice. Pourtant, je m'imagine posant ma main sur ce visage à nu. C'est lui qui se détourne. C'est un événement, un petit défi à la règle, si petit qu'il est indécelable. Mais de tels instants sont des récompenses que je me réserve comme des sucreries que j'amassais enfant au fond d'un tiroir. De tels moments sont des possibilités, de minuscules Judas. Et si je venais de lui, quand il est de garde seul, quoiqu'on ne lui permettrait jamais pareille solitude, et je le laissais franchir mes ailes blanches, et si je me dépouillais de mon linceul rouge et me montrais à lui, à eux, sous la lumière incertaine des lanternes. C'est à ceux-là qu'ils doivent penser parfois, éternellement plantés là à côté de cette barrière que personne ne franchit jamais sauf les commandants de croyants dans leur longue automobile noire ronronnante, ou leurs épouses bleues accompagnées de filles voilées de blanc, se rendant respectueusement à une rédemption ou à une festive floraison, ou leur Martha verte et boulotte, ou une rare automobile, ou leur servante rouge à pied, ou parfois un fourgon peint en noir avec l'œil ailé blanc sur le côté. Les vitres du fourgon sont teintées, et les hommes assis à l'avant portent des lunettes noires. Double obscurité. Les fourgons sont sûrement plus silencieux que les autres voitures. Quand ils passent, nous détournons les yeux. Si des bruits proviennent de l'intérieur, nous essayons de ne pas les entendre. Personne n'a un cœur parfait. Quand les fourgons noirs arrivent à un poste de contrôle, on leur fait signe de passer sans marquer de pause. Les gardiens ne prendraient jamais le risque de regarder à l'intérieur, de fouiller et de mettre en doute leur notoriété, quoi qu'ils pensent. Si toutefois ils pensent, allez voir, on ne saurait le dire. Mais il est probable qu'ils ne pensent pas en termes de vêtements abandonnés sur une pelouse. S'ils pensent à un baiser, il doit immédiatement se représenter les projecteurs qui s'allument, les coups de pistolet. Ils pensent plutôt à faire leur devoir et à être promus parmi les anges, et qui sait, à être autorisés à se marier. Puis, s'ils sont capables d'acquérir assez de pouvoir et de vivre assez vieux, de se voir affecter une servante pour eux tout seuls. Celui à la moustache nous ouvre le petit portillon pour piétons et se recule largement hors de notre chemin. Nous passons. Tandis que nous nous éloignons, je sais qu'ils nous observent, ces deux hommes, qu'ils n'ont pas encore la permission de toucher à une femme. Ils se bornent à toucher avec les yeux, et je balance un peu les hanches pour sentir l'ample jupe onduler autour de moi. C'est comme faire un pied de nez de derrière une palissade ou taquiner un chien avec l'os que l'on tient hors de sa portée. Et mon geste me fait honte, parce que rien de tout ceci n'est la faute de ces hommes, ils sont trop jeunes. Puis je m'aperçois que, tout compte fait, je n'ai pas honte. Je tire plaisir de ce pouvoir. Pouvoir d'un os pour chien, passif mais bien réel. J'espère qu'ils bandent à notre vue et sont obligés de se frotter contre les barrières peintes à la dérobée. Ils vont souffrir plus tard, la nuit, dans leur lit réglementaire. Ils n'ont alors d'autre exutoire qu'eux-mêmes, et c'est là un sacrilège. Il n'y a plus de revues, plus de films, plus de substituts. Seulement moi et mon ombre qui nous éloignons, de deux hommes au garde à vous, raides, à côté d'un barrage routier, à observer nos formes qui disparaissent.